Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Arrivé au pays ce mercredi de l'ambassadeur Kelly Craft, représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des Nations Unies. La diplomate a eu des entretiens avec le président de la République et certains membres de l'opposition et du secteur privé des affaires. Une vive tension a régné ce mercredi au niveau de l'autoroute de Delma et notamment à Delma 48, où quelques dizaines de manifestants anti-gouvernementaux très violents ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Un agent de l'UDMO a été tué par balle mardi à Miragoâne alors qu'il tentait d'enlever une barricade placée sur la nationale numéro 2. L'ambassadeur Kelly Craft, représentant permanent des États-Unis auprès de l'Organisation des États-Unis, est arrivé à Port-au-Prince ce mercredi 20 novembre. À son arrivée au pays, la diplomate a eu des discussions avec le président Jovenel Moïse au Palais national. Je me suis entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'ONU, Mme Kelly Craft, autour des voies et moyens à mettre en œuvre dans le cadre d'un dialogue inclusif en vue de parvenir à une résolution consensuelle de la crise politique que connaît le pays, a déclaré le chef de l'État haïtien sur son compte Twitter. Notons que selon un communiqué de l'ambassade américaine, durant son séjour en Haïti, l'ambassadeur Craft rencontrera également un échantillon représentatif des leaders politiques et économiques d'Haïti afin d'encourager à adopter des mesures urgentes pour former un gouvernement au service du peuple haïtien. L'ambassadeur Craft doit rencontrer également des responsables du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et des agences des Nations Unies pour discuter de leur travail de soutien au gouvernement haïtien. Notre invitée de ce soir est Madame Edmonde Supplice-Bozil, présidente de Fusion. Madame Bozil a rencontré ce matin l'ambassadeur Kelly Craft, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, qui était en mission et qui, d'après le communiqué de l'ambassade américaine, était venu pour souligner le soutien des États-Unis à un avenir pacifique, etc., et pour encourager les différents acteurs à adopter des mesures urgentes pour former un gouvernement au service du peuple. Ça, c'est ce que disait le communiqué. Nous allons maintenant avoir l'opinion de Madame Bozil et savoir qu'est-ce qu'elle a entendu. Bonsoir, Madame Bozil, bienvenue à Métro News. Bonsoir aux téléspectatrices, téléspectateurs de Métro News. Bonsoir à vous, Serge. Et un plaisir de partager avec vous ce que nous venons de vivre. Je reviens à peine de la réunion, de la rencontre à l'ambassade américaine. Très bien, très bien. Alors bon, Madame Bozil, je viens de le rappeler, la mission officielle ou diplomatique de cette dame était d'apporter le soutien des États-Unis et d'encourager les acteurs à faire un certain nombre de choses. Maintenant, vous êtes dans la politique depuis longtemps, il y a le langage diplomatique d'un côté et il y a la réalité qui se cache derrière les mots. Qu'est-ce que vous avez entendu de la bouche de l'ambassadeur Kelly Craft ? Ce que j'ai entendu, c'est que Madame Craft est rentrée en Haïti pour parler aux différents acteurs en tant que représentante directe du président américain. Très bien. Et il dit que ce que je vous dis maintenant, si le président Donald Trump était là, il vous dirait la même chose. C'est ce que j'ai entendu. Et la deuxième chose, elle a dit qu'elle est en Haïti aussi pour assurer un suivi avec les Nations Unies, puisqu'elle est ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, pour regarder aussi le processus électoral. Maintenant, très bien. Elle a présenté l'objectif de son voyage,
comme vous l'aviez dit, mais elle a souhaité surtout écouter les différents points de vue des uns et des autres. Très bien. Pour ensuite questionner. À tour de rôle, on a pris la parole et elle a posé des questions. Elle voulait avoir des réponses positives par rapport à ce qu'elle croit qui aurait dû être fait pour permettre à Haïti de sortir du bourbier dans lequel il se trouve. Et de ces questions-là, elle a pu conclure que la réunion est trop courte. C'était une réunion prévue pour 1h30 et nous sommes restés avec elle 2h30. Elle a dit qu'elle aurait aimé rester plus de temps avec nous et elle dit qu'elle va planifier pour voir si elle peut revenir. Donc, voilà, c'est ainsi qu'on a débuté la rencontre. Mais ce que je peux reconnaître en tant que femme politique, comme vous l'aviez mentionné, c'est que l'ambassadeur Kraft est porteur du même message. Le message tenu par l'ambassadeur Simpson, c'est le même message, à savoir, il faut un dialogue inclusif entre les différents acteurs haïtiens. Il faut mais un dialogue inclusif avec le président Jovenel Moïse. Parce que eux, les Américains, quand je dis eux, je parle des Américains, ils sont là, pas pour soutenir un individu, ça il faut aussi qu'on le retienne. Nous sommes là pour soutenir la démocratie. Nous sommes là aussi pour soutenir les institutions. Là, quand on parle de Jovenel Moïse, c'est parce qu'il est maintenant, c'est lui qui occupe l'espace de la présidence. Donc la fonction de président nous préoccupe et nous voulons que les Haïtiens comprennent ceci, les opposants à Jovenel Moïse comprennent que nous ne sommes pas là pour un individu, mais nous sommes là en tant que pays pour soutenir une institution qu'est la présidence. Bon, si j'ai bien compris les différents tweets, dont le vôtre d'ailleurs, Madame Bozil, la réaction de l'opposition ou de ceux qui étaient là présents ce matin à cette réunion, elle a été unanime, ça a été un refus d'engager le dialogue avec le président Jovenel Moïse, c'est bien ça? Ce que nous avions dit à Madame Kraft, c'est que nous sommes liés par un accord, nous les partis de l'opposition, nous sommes liés par un accord signé après Mariotte. C'est ça. Le processus enclenché à Mariotte est en cours. Nous continuons à travailler ensemble comme acteurs de l'opposition. Maintenant, en parlant pour moi, je parle pour le groupe Marché Contré, j'ai dit à Mme Kraft, personnellement, je lui ai dit que nous, en tant que Marché Contré, on le croyait déjà. On pensait qu'il fallait inévitablement, une fois un accord trouvé avec des acteurs de l'opposition, on devrait aussi discuter avec des acteurs qui ne sont pas de l'opposition et des acteurs qui soutiennent le président en fonction. Oui, mais je lui ai aussi présenté tout le processus entre février et avril qui nous avait conduit sur une table de dialogue, d'une table pré-dialogue avec Jovenel Moïse et qui a échoué parce que le président était pressé. Le président et nous étions sur deux voies différentes, c'était deux voies parallèles. Et qu'aujourd'hui, nous sommes là. Et si le président avait compris la démarche présentée par Marché Contré, nous ne serions pas là aujourd'hui, là où nous sommes. Donc là, parce qu'elle voulait aussi nous dire que c'est comme si vous qui êtes de l'opposition, regardez les rues, je ne vois pas les enfants dans les rues. Et là, moi, j'ai pris le temps pour lui dire que, effectivement, en tant que mère, je m'adressais à elle, comme elle a dit qu'elle est grand-mère de 12 enfants. J'en ai profité pour lui dire que je sais qu'elle est très loin de nous. Elle est très loin de nous, elle ne nous connaît pas comme peuple et comme nation. Et je pense qu'ils prennent plaisir de l'autre côté de la mer à dire de nous que Haïti fatigue. Mais Haïti ne fatigue pas comme ça. Haïti fatigue parce qu'elle a vécu l'esclavage. Haïti fatigue parce qu'elle a connu l'occupation. J'ai quand même eu le temps de lui dire tout ça pour lui dire que ce que nous vivons aujourd'hui, elle est systémique. Elle est systémique et le problème actuel de ce pays passe par des mauvaises élections. Les élections et ce qu'on nous a imposé comme président. Et c'est là, les mots qui nous conduisent là où nous sommes.
c'est parce qu'on a un système électoral qui est téléguidé par des mains invisibles, tant du secteur des affaires que de l'international. Et c'est ce qui nous a valu aujourd'hui d'avoir un président qui n'a pas les compétences nécessaires pour gérer ce pays. Et c'est le leadership actuel, ce leadership incompétent que nous avons, a des responsables. Donc, au moins, je crois avoir fait ce plaidoyer. Et elle a pris des notes. Elle a pris des notes pour dire, finalement, en partant, elle m'a dit, Madame Bozil, s'il vous plaît, don't give up. Je lui ai dit, non, c'est mon combat. Je ne vais pas m'arrêter. Ce n'est pas du jour au lendemain que je vais m'arrêter. Je vais continuer. Elle m'a dit, vous êtes spécialiste en éducation, il faut poursuivre, Madame Bozil. Vous avez un discours qui est capable de convaincre. Je crois qu'il faut continuer dans cette ligne. Et je lui ai dit, Madame, c'est mon combat et c'est le combat d'une social-démocrate. Nous croyons Dieu comme fer qu'il faut aller vers le dialogue. Mais, Madame, vous allez comprendre que nous n'avons pas de temps à perdre avec le président Jovenel Moïse qui, je crois, Madame, il faut comprendre que Jovenel Moïse n'écoute que vous, les Américains. Et si vous vous mettiez à notre écoute pour comprendre la dimension de la crise, elle va être résolue. Jouez votre rôle puisqu'il est prêt à vous écouter. Donc, je pense qu'elle est partie sur cette note-là. Voilà, Madame Bozil, vous avez un petit peu anticipé la question que j'allais vous poser, mais je vous la pose quand même. Peut-être que vous pourrez apporter quelques éléments supplémentaires. Avez-vous eu le sentiment d'avoir convaincu l'ambassadeur Kelly de la justesse de votre position et donc de l'impossibilité qu'il y a aujourd'hui à associer le président Jovenel Moïse à une quelconque recherche de sortie de crise? Je crois que même Vorbe et Pacha Vorbe qui n'avaient pas signé l'accord de Marriott, je crois que nous avions fait corps pour soutenir cette même position. Et je crois, et Bernard Crane, qui était de la passerelle et qui était aussi sur la table, donc je crois que notre position commune par rapport à cet élément qui pose problème, qui fait problème, la présence de Jovenel Moïse à la tête de l'État et son incapacité à pouvoir gérer l'État depuis les 2 ans et demi presque. Et nous, unanimes sur cette question-là, je pense qu'elle est partie, on a senti ça sur son visage et elle aussi, je crois que dans ses yeux, je crois avoir décelé qu'elle est partie avec des points de vue pour moi différents de ce qu'elle avait avant. Et comme elle dit représenter le président comme ami personnel, à mon avis, elle devrait aller faire un autre job si vraiment elle souhaite que les États-Unis agissent différemment, regardent le problème haïtien avec un autre œil. Oui, en d'autres termes, même si vous ne l'avez pas complètement convaincu, vous l'avez au moins ébranlé, si je comprends bien. Je crois. Moi, je crois. Et après la rencontre, nous avions discuté, et les sénateurs et moi, ainsi qu'avec Pacha Vorbe, nous avions discuté entre nous pour dire que nous pensons avoir dit, nous pensons avoir fait œuvre qui vaille, et nous croyons Dieu comme faire que les États-Unis devraient revoir sa position. Mais le discours à date n'a pas changé, n'a pas évolué. C'est le même discours. Ils ne sont pas encore sur la même longueur d'onde que nous de l'opposition. Ils ne comprennent pas. Et peut-être qu'on n'avait pas tout le temps nécessaire parce que c'était un débat et c'était pas tout du tac au tac, mais c'était un débat et très bruyant un peu parce que elle posait des questions, on répondait à tour de rôle et on avait comme l'impression qu'on devrait continuer, mais il y a des choses qui n'ont pas été dites. Parce qu'on aurait pu, par exemple, demander à l'ambassadeur pourquoi 2 poids 2 mesures par rapport à certains pays de la région. Pourquoi en Haïti, évidemment. Même si on a cité la corruption comme élément qui aurait pu faire comprendre à quel que soit le pays, quand on parle de corruption comme violation des droits humains, elle, en tant que représentante des Nations Unies, elle aurait pu comprendre que le combat contre la corruption aurait dû être aussi son combat. Donc là, on n'a pas eu le temps de mettre l'accent pour lui faire comprendre cet aspect, mais je crois qu'elle est partie avec quand même un cahier bien rempli. Et je ne dirais pas qu'elle est convaincue,
qu'elle est convaincue. Je ne peux pas mesurer ça. Mais déjà, Bien je sûr. crois qu'elle est partie avec d'autres idées qu'elle devrait aller analyser et approfondir avec l'ambassadeur qui est en Haïti, quoi. C'est ça. Madame Bozil, pour terminer, est-ce qu'il y a déjà une prochaine étape qui est prévue, outre le fait qu'elle a dit qu'elle allait essayer de revenir, mais est-ce que déjà quelque chose de plus concret a été décidé à la fin de cette réunion? Bon, elle a dit ce qu'elle souhaite, c'est les États-Unis veulent aider. Les États-Unis, la situation, ils sont conscients de la situation humanitaire. Bon, elle a surtout mis l'emphase sur l'humanitaire. Et bien que nous aurions souhaité qu'eux, ils voient les choses autrement. Donc, Haïti n'a pas seulement besoin d'aide humanitaire pour sortir du trou dans lequel il est. Et elle a conclu pour dire que nous voulons voir les résultats, nous voulons avoir des solutions palpables, nous voulons avancer pour aider. Il nous faut nous donner quelque chose. Il nous faut avancer et l'avancement pour elle passe par le dialogue inclusif. Et nous avions promis que le dialogue inclusif, nous en parlons déjà. Nous, en tant que sociodémocrates, nous sommes pour 1000. Nous agissons à chaque fois, à toutes les fois que c'est nécessaire. S'il y a en face de nous des partenaires responsables et intéressés à cela aussi, nous sommes partants pour un dialogue inclusif. Et je crois que même si tous ceux qui étaient sur la table ne l'ont pas dit, mais nous envisageons comme aller réfléchir nous autres de notre côté pour voir les partis qui ne sont pas signataires de l'accord de Marriott, comment aller vers eux pour leur présenter l'accord trouvé et voir comment eux autres peuvent avancer vers nous dans le même cadre, nous le marché contré. Ça nous les marchés contrés à aller vers eux et leur présenter cet accord. Madame Bozil, le communiqué de l'ambassade parlait d'encourager les différentes parties à adopter des mesures urgentes. Encore une fois, les mots ont un sens précis. Est-ce qu'elle a fait allusion à ce qu'ils entendent par des mesures urgentes? Avec nous, les ambassadeurs, je dis les parce qu'il y a l'ambassadeur des États-Unis en Haïti qui était sur la table et Mme Kraft qui est venue comme amie personnelle du président Trump. Les deux, pour moi, ce qui est urgent pour les deux, c'est trouver un accord avec Jovenel Moïse. C'est ce que je comprends. Ce qui est urgent pour eux. Et comme pour nous autres, ce qui est urgent, c'est que les États-Unis comprennent que la solution ne peut pas être avec Jovenel Moïse. Très bien, Madame Bozil. Écoutez, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien juste après la fin de la réunion que vous avez eue. Vous nous avez largement éclairé sur ce qui s'est passé et sur la véritable teneur de cette réunion et surtout sur les intentions réelles que les États-Unis et donc le président Trump, puisqu'elle a été claire là-dessus aussi, a en ce qui concerne l'avenir d'Haïti. Merci beaucoup, Madame Bozil, et bonne fin de soirée. Merci à vous. C'était Madame Edmonde Supplice Bozil, présidente de Fusion, et qui parlait au nom de Maché Contré, qui nous faisait un compte-rendu complet de la réunion que l'ambassadrice Kelly Craft a eue cet après-midi avec un certain nombre de membres de l'opposition au président Moïse. La police a dispersé ce mercredi à coups de gaz lacrymogène un petit groupe de manifestants anti-gouvernementaux qui voulaient se rendre à Delma 60. Les manifestants, qui étaient très violents, ont créé une vive tension au niveau de Delma 48. Les protestataires ont cassé les pare-brises de plusieurs véhicules et ont aussi rançonné des passants comme d'habitude. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et Claude Désir. Alors que les simples citoyens essayaient de vaquer tranquillement à leurs occupations, des protestataires attachés à leurs revendications, du moins apparemment,
ont provoqué une paralysie totale des activités dans la commune de Delma pendant plusieurs heures. Accompagnés d'un véhicule de sonorisation qui assurait l'ambiance musicale, ils n'ont pas mâché leurs mots. Le départ du pouvoir en place était le principal refrain de leur chanson au vocabulaire trivial. Qui plus est, sur leur parcours balisé par des pneus enflammés, ils ont lancé des pierres de manière répétitive, forçant les citoyens à s'abriter. Une nouvelle fois, ce mouvement, tout comme celui du lundi 18 novembre, n'a pas fait recette. Les manifestants ont tenté de compenser leur faible nombre par une plus grande agressivité. À coups de gaz lacrymogène, les unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, notamment le CIMO et le DMO, ont dispersé la foule qui voulait se rendre au niveau de Delma 60 en vue de délivrer un message selon les protestataires. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le Parti démocrate institutionnaliste, PDI, lance un appel à la raison à tous les acteurs politiques car la situation est devenue intenable. Lors d'une conférence de presse mercredi, le comité directoire du parti de feu Roland Magloire croit qu'il est temps de faire un cessez-le-feu pour s'aligner autour de la table du dialogue. Il faut que des mesures soient prises afin de rétablir le climat sécuritaire. Ainsi, la reprise des activités éviterait la vague d'émigration des jeunes intellectuels haïtiens à la recherche d'une vie meilleure, a martelé Jonel Jean-Pierre, membre du directoire du Parti démocrate institutionnaliste. PDI a demandé tout le monde qui kembe le pays en otage. Le peuple n'a pas qu'à souffrir encore. Il est temps pour le peuple à râler un souffle. Parti démocrate institutionnaliste a demandé tout le monde qui est concerné doit prendre une décision pressée pour résoudre la crise là. Tant que garantir sécurité tout le monde à la ronde Bader, car reprendre chemin l'école, joindre la mangeaille, de l'eau pour boire, soins santé et la trier. Depuis un bon bout de temps, jeunes garçons et jeunes femmes qui bien formés obligés à quitter le pays à cause de misère pour aller prendre humiliation dans l'autre pays. PDI réalisé que le peuple n'a pas plité contre un grand monde, mais l'a plité contre un système qui n'a pas garanti intérêt. Un système qui voit les machins à prendre poignard. Un système qui empêche petit li, chita sous ban l'école sans espoir. Un système côté dollar américain a tout pisi good là chaque seconde. Un système qui pas offre jeunes rien. Si tout le monde qui vit dans le quartier populaire. Enfin, nous-mêmes dans le PDI, après toute analyse approfondie que nous faisons, nous venons réaliser ces tracas, misère, tribulation que le peuple a subi. C'est peut-être ça. Nous demandons un dialogue national sans force côté pour que le pays soit capable de vivre vivable. Pour Haïtiens à la ronde Bader caralé un souffle. À l'exception des établissements scolaires, toutes les activités économiques ont repris dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ce mercredi 20 novembre. Les leaders de l'opposition n'ont pas annoncé de trêve et encore moins la fin de la mobilisation du PayLoc. Toutefois, le mouvement de contestation semble perdre en intensité. Lors de la manifestation du 18 novembre, quelques centaines de personnes avaient répondu à l'appel des leaders de l'opposition. En dépit de tout, des poches de résistance du mouvement PayLoc par le biais des barricades perdurent. Une unité des forces armées d'Haïti est intervenue hier à Tabar pour détruire ces barricades.
à Miragouane, un policier de l'UDMO a été tué alors qu'il était impliqué dans l'enlèvement d'une barricade. Des affrontements entre forces de l'ordre et individus armés sont récurrents dans le cadre de la guerre des barricades lancée depuis plusieurs semaines. Le coordonnateur du Fronosc, Rosemont Jean, presse les forces de l'ordre de réaliser des interventions pour enlever ces barricades. Il soutient que la population est l'otage d'une opposition violente et terroriste et d'un pouvoir qui ne fait montre d'aucune volonté politique. Il insiste sur la nécessité d'une relance des activités durant la période des fêtes de fin d'année. Le spécialiste politique Stanley Lucas indique qu'au cours des 21 mois de LOC, Haïti a perdu 1,450 milliard de dollars ainsi que 45 000 emplois. Les syndicats d'enseignants se disent préoccupés par l'incidence de la crise actuelle sur les activités scolaires et annoncent qu'ils vont engager des actions en justice contre les autorités. Alors que la plupart des activités ont repris après 9 semaines de troubles sociopolitiques, les portes des écoles restent closes en raison de l'instabilité politique et de l'insécurité. C'est une violation flagrante du droit à l'éducation qui est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine, a déclaré le coordonnateur du groupe d'initiative des enseignants en lutte, Jean-Robert Alexandre Nobert, lors d'une conférence de presse. Ça n'a constaté depuis 9 septembre, l'école ouvre là. Ça sans pareil. Ça sont violation flagrante. Côté l'école ouvre, si moun yo pas de possibilité pour y aller à l'école. Droit à l'éducation sont garantis. Droit à l'éducation sont bagaille vital lié. Il pas possible pour moun vivre dans le pays, petit ou pas à l'école. Il n'est pas possible pour ces professionnels d'éducation dans un pays pour pas aller exercer métier. Eh bien, l'État haïtien qui, à travers le président Jovenel, qui était sermenté pour le faire respecter la constitution du pays, pour le garantir le fonctionnement normal de toute institution dans le pays, eh bien, décrier les pas capables. Dans ce sens, la plateforme syndicale enseignant va porter plainte contre le gouvernement haïtien, contre le président Jovenel, devant toute instance nationale, comme tribunal droit commun, Cour supérieure des comptes, pour gagotte qui fait dans l'argent FNNE. La porter plainte devant OIT pour violation de droits travailleurs et travailleuses en éducation. La porter plainte devant UNESCO. La porter plainte tout devant UNICEF parce que droit à l'éducation si moun yo violé dans le pays d'Haïti et dans un président qui pas garantir droit ça. Célébration ce lundi 20 novembre de la Journée internationale de l'enfance. À cette occasion, la Fondation Zamitimoun appelle au respect de la Convention relative aux droits de l'enfant, particulièrement en ces temps de crise. La Fondation plaide pour la reprise des activités scolaires. Les troubles politiques actuels constituent un affront au droit à l'éducation, regrettent les dirigeants de la Fondation. Nous-mêmes, je ne dis pas, nous sommes capables de dire, 30 ans après ratification de la convention, l'autre pays a parlé de réchauffement climatique. Nous-mêmes, je ne dis pas, on a parlé de questions de si nous n'avons pas qu'à manger. Je ne dis pas, on a demandé temps pris souple parce que le pays l'autre, petit pas nous pas qu'à l'école. 30 ans après, on a demandé pour permettre que l'espace que si nous nous pour suspendre victimes viol. 30 ans après ratification de la convention, si nous nous avec pancarte dans la manifestation, a demandé soit pour le président aller ou bien pour le président arrêter. 30 ans après ratification de la convention, nous voyons comment les familles même décapitalisées. Les familles n'ont pas de moyens vraiment pour permettre que même prennent soin de petits. Problème qui gagne dans le pays, si on ferme en dedans, question psychologique, si on trouble mental, tout ça,
ça capable porter. Je ne veux dire nous demander pour l'État haïtien prendre des mesures appropriées pour question droit de monde respecté dans le pays, pour question protection de monde venir en priorité. Donc dans ce sens ça nous demander à l'État ak responsable parce que droit de monde c'est bagay qui doit respecter dans toutes circonstances. Nous demander d'abord pour gagner et une cellule de réflexion qui fait pour garder comment yo capable harmoniser question et calendrier scolaire là pour ti moun yo capable reprendre et rattraper tout ça que yo perdu pendant période environ 5 ans si nous t'a considéré période vacances que yo perdu et yo pas à l'école puisque nous connaît l'école sont espace de socialisation espace de transmission de savoir donc espace ça est important pour ti moun yo pour ti moun qui dans prison qui victime de détention préventive prolongée nous recommander aux responsables pour yo mettez une cellule d'urgence sous pied qui est capable d'organiser des procès spéciaux dans le moment pour permettre que les gens joignent libération. Pour être capable de gens qui ne peuvent pas manger, qui ne sont pas capables de bien à cause des conditions qui gagnent dans la prison, pour être capable de joindre soins, ils méritent. Par rapport avec les gens qui dans le quartier populaire que nous connaissons, qui sont victimes de toutes sortes, nous demandons l'État pour établir un programme social qui est capable de permettre ces gens d'intégrer la vie économique du pays. Parents qui jouent une chance pour les gens à l'école dans le temps normal. Je pense que le moment période crise, c'est un moment important pour nous pour porter une réflexion sur les gens qui loquent la caillou pendant toute période pays normal là. Pour faire de période ça et droit ti moun nou priorité pour eux même les parents a une chance à l'école mais pour revendiquer droit pour tout le ti moun capable à l'école parce que si tout ti moun t'est habitué à l'école si nous t'es une société qui t'a pensé avec ti moun jodi a nous pas dans situation que nous. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.